On va peut-être se représenter. Oui, c'est une bonne idée. Vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Du coup, je m'appelle Anna Pruel, je suis présidente de la FNEO. Et moi, je suis Alice Perdereau, vice-présidente chargée de l'accès à la vie professionnelle à la FNO. Et Antoinette, peut-être que tu peux te présenter. Oui, donc Antoinette Lejeune, je fais partie de la commission exercice salarié à la FNO et donc j'exerce en activité mixte, en salariat et en libéral. Je pense qu'on... Pour l'instant, il n'y a pas de... Peut-être qu'on va commencer. De toute façon, ce Facebook est enfin ce Zoom est finalement enregistré. Donc on pourra il sera encore un peu sur la page de la FNEO et la page de la FNO quelques jours pour que celles qui n'ont pas pu être là ce soir puissent le revoir. Ok. Alors, on va commencer par une première question un petit peu globale sur les premières démarches pour exercer en salariat. Donc, une fois le diplôme en poche, juste une inscription à l'ARS suffit pour démarrer le travail en salariat. Donc, démarche auprès de l'ARS et ensuite signature de contrat et c'est parti. Super. Et une question peut-être un peu générale aussi, quels sont les principaux avantages du salariat? Alors déjà, un salaire fixe, c'est-à-dire qu'en libéral, on a forcément moins de patients, par exemple, pendant les vacances. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des salaires qui varient, alors qu'en salariat, on a un salaire fixe. Les congés payés, les congés maternité et paternité, les jours enfants malades. Voilà, on a les avantages, en fait, des salariés tout venant. Ok, très bien. Et comment ça se passe au niveau du contrat? Quelles sont les choses qu'on peut négocier peut-être? Donc, au niveau des contrats, donc, il existe différents contrats. Il y a donc la fonction publique hospitalière. Et après, on a les conventions 51, convention 66. Donc, généralement, ça, c'est les 3 plus grosses conventions. Et après, on peut aussi travailler dans la fonction territoriale. Et on a aussi quelques orthophonistes qui font partie de la Croix-Rouge, par exemple, ou de la DMR. Est-ce qu'on peut négocier? En fait, ça va dépendre de quelle convention c'est. Pour la fonction publique hospitalière, souvent, c'est un peu plus compliqué au niveau négociation. On peut plus facilement négocier quand on est contractuel, par exemple, que quand on est titulaire. Donc, pour essayer d'éclaircir les choses, donc, contractuel, ça veut dire qu'on est embauché en CDD ou en CDI sur un poste de la fonction publique hospitalière. Quand on est titulaire, ça veut dire qu'on a passé un concours de titularisation pour être sur le poste de la fonction publique. Donc, au niveau des grilles, on peut par exemple essayer de négocier son entrée dans la grille, à quel échelon on va réussir à rentrer. Pour les autres conventions, ça va dépendre de où vous vous trouvez et sur qui vous tombez en fait au niveau des RH. Nous, ce qu'on aimerait à la FNO, c'est bien sûr qu'il n'y ait plus besoin de négocier et qu'on soit reconnu directement Bac+5, parce que le problème des négociations, c'est que du coup, on se retrouve avec, dans un même lieu, des personnes qui ont différents salaires. Et c'est vrai que cette inégalité au niveau des salaires, c'est quand même embêtant et ça pose question. Donc, mais il y a moyen de négocier si vous êtes suffisamment à l'aise. Il faut tenter sa chance, quoi. Ok, super.
On a eu une question dans le chat. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on voulait un peu lancer certains sujets, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on y répondra. On essaiera d'y répondre du mieux possible. En attendant, peut-être une autre question. Comment lire une fiche de paie, parce que c'est un document un peu barbare. Oui, tout à fait. Donc, dans la fiche de paie, généralement, on va retrouver en haut de la fiche de paie le statut, le grade, l'échelon et l'indice. Donc, c'est cet échelon et cet indice qui vont permettre de savoir où on se situe dans la grille et quel est notre revenu, notre salaire. Ensuite, on a tout ce qu'on reçoit, c'est-à-dire le traitement de base, ça peut être des primes de service, ça peut être des frais de déplacement. Donc, c'est tout ce qu'on reçoit qui est listé. Et ensuite, on a tout ce qui est déduit. D'accord? Donc, toutes les charges, CSG, voilà, donc toutes les charges qui sont déduites ensuite sur la fiche de salaire. Et généralement, il y a une ligne aussi pour savoir si on est prélevé à la source. Donc, c'est écrit prélèvement à la source et on a le montant qui est prélevé par les impôts. Ensuite, on a le salaire net, d'accord? Donc, ce qu'on va recevoir, net à payer. On a généralement avant impôt et ce qu'on reçoit. Et ensuite, tout en bas, on a le cumul. Donc, c'est-à-dire de 1er janvier, à combien on est pour l'instant. Donc là, de janvier à mai, on a le cumul du salaire. Et ça nous permet de savoir en fait ce qu'on a à déclarer aux impôts à la fin, au mois de décembre. Au mois de décembre, on a vraiment tout le cumul de l'année et c'est cette somme-là qui est à déclarer aux impôts. Donc ça, c'est vrai que je n'ai pas dit dans les avantages aussi du salariat, c'est que remplir la fiche d'impôt, c'est quand même beaucoup plus simple que quand on est en libéral. Ça fait partie quand même des avantages aussi. Et je vois juste qu'il y a une petite question. Où peut-on trouver des grilles pour essayer de comprendre nos salaires? On va essayer, nous, de faire un petit récapitulatif aussi dans la revue de l'orthophoniste pour justement reparler un petit peu de ces salaires et de comment les comprendre. Après, selon si c'est vraiment les grilles salariales que vous voulez des différentes conventions, il suffit de taper sur Internet grille de la convention 66, par exemple, et vous aurez la grille des salaires avec les échelons. Et donc, l'orthophoniste, c'est le magazine qui est envoyé par la FNO que reçoivent tous ceux qui sont adhérents. Donc, j'en profite pour vous dire que la première année, l'adhésion est à 30 €. Donc, n'hésitez pas, ça vous permettra aussi d'avoir l'aide juridique, c'est-à-dire que si vous avez des questions sur les contrats, il ne faudra pas hésiter à venir vers la FNO qui vous aidera à comprendre un peu vos contrats et à éviter les pièges. Et donc, pour ceux qui sont syndiqués, vous recevrez l'orthophoniste où on essaiera de refaire justement le point sur les grilles et sur la fiche de paie. Alors, peut-être une autre question en attendant les questions des participants. Qu'est-ce qui est le mieux entre un CDD, un CDI, une titularisation? Alors, en fait, là, au niveau de la fonction publique hospitalière, par exemple, ce qui va vraiment devenir intéressant, c'est la titularisation, parce qu'il faut savoir qu'il y aura de nouvelles grilles salariales, à partir d'octobre, sauf que ça ne concerne que les titulaires. Donc, ceux qui sont embauchés en tant que contractuels n'auront pas cette augmentation de salaire. Donc là, forcément, je vais vous dire que la titularisation, c'est ce qui est le plus intéressant. Il faut savoir qu'on peut devenir titulaire à partir de 50%. Avant, c'était un poste à 80% qui pouvait être titularisé. Maintenant, c'est 50%. Donc après, si vous ne voulez pas faire une carrière très longue, un CDD ou un CDI, c'est très bien. Mais si vous voulez aller un peu plus loin et faire une carrière dans la fonction publique hospitalière, par exemple, la titularisation, elle est plus intéressante. Alors, comment devenir titulaire? C'est un concours.
C'est un concours de titularisation. Donc ça, il faut vous renseigner auprès de vos cadres qui vous donneront la marche à suivre pour devenir titulaire. Mais c'est un concours. Alors, question. Donc, pour les orthophonistes qui travaillent dans des établissements publics autonomes, donc gérés par la fonction publique hospitalière, en effet, qui n'ont pas encore reçu la revalorisation du Ségur, donc à savoir les 183 €, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, normalement, on a tous les établissements comme ça gérés par la fonction publique hospitalière qui vont avoir les 183 € à partir de juin. Donc, c'est vraiment incessamment sous peu. Et tout ce qui est médico-social, ce sera plutôt à partir de 2022. Une autre question peut-être, à quelle fréquence on peut renégocier un contrat? On essaie de le négocier au début, mais peut-être au cours de la carrière, on peut essayer de le négocier. Alors, on peut renégocier tous les 3 ans, surtout pour les contractuels, par un entretien en fait avec la cadre, un entretien d'évaluation, où on peut du coup demander à ce que notre salaire soit réévalué. Donc, tous les 3 ans. Après, il faut faire attention en fait à ce qui est dans le contrat, parce que par exemple, les contractuels, c'est pas obligatoirement, ils n'ont pas forcément accès en fait à des échelons supérieurs. Ça dépend vraiment du contrat, donc ça, il faut faire attention de ce qui est noté dans le contrat pour ça, pour pouvoir vraiment bénéficier d'une évolution de salaire. Parce que pour les contractuels, ils ne sont pas obligés en fait de les faire évoluer. Donc, il faut vraiment que ce soit noté dans le contrat que c'est renégociable tous les 3 ans. Et donc, je vois une remarque qui est importante. En effet, c'est au prorata du temps partiel pour la revalorisation Ségur pour la prime. Ça dépend de votre temps de salariat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des étudiants qui ont dû voir le lien par la FNEO. On utilise des termes peut-être un peu abstraits, des sigles. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, on peut totalement repréciser. Oui, c'est ça, on peut expliquer des termes. Alors, je vois une autre question. Est-ce qu'il y a une règle sur les RTT? Pour les temps partiels, il n'y a pas vraiment de règle. Pareil, ça dépend en fait du contrat. Il faut vraiment, quand on est en temps partiel, faire encore plus attention aux termes du contrat. Donc ça, c'est à voir aussi avec les DRH. Mais normalement, c'est en fonction du temps de travail qu'on calcule les RTT. Mais pareil, il faut que ce soit noté dans le contrat. Oui. Une question. Y aurait-il un avantage à devenir titulaire de la fonction publique en fin de carrière? Alors, l'avantage en fin de carrière, c'est peut-être de passer sur les grilles de... Comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Donc, on a les de classe supérieure. Pour devenir ensuite orthophoniste de classe supérieure, ça peut être intéressant en fin de carrière. Donc, ça peut être un avantage.
Donc, classe supérieure, il y a quelques orthophonistes qui peuvent devenir orthophonistes de classe supérieure. Il y a un certain nombre, en fait, et ça dépend de l'ancienneté. Donc, pareil, il faut se renseigner du nombre, en fait, de places libres pour les orthophonistes de classe supérieure. Et c'est intéressant au niveau des salaires. Alors, quid des titulaires à qui on refuse le DPC? Donc, pour les formations, alors ça dépend. Peut-être que tu peux expliquer ce qu'est le DPC. Oui, pardon. Donc, le DPC, donc ça, c'est pour les financements des formations. Donc, normalement aussi, l'avantage d'être en salariat, c'est normalement d'avoir accès facilement à des formations, ce qui est en fait sur le papier, mais qui n'est pas forcément vrai dans la réalité. Parce qu'en effet, on a des refus, des fois, au niveau des formations. Alors après, ça dépend qui a refusé et pour quelles raisons. Il faudrait voir avec les cadres d'où vient le refus et pourquoi. Mais en effet, je sais que pour les DPC, c'est compliqué. On a déjà eu ce genre de retour. Après, il faudrait que je me renseigne un peu plus pour savoir s'ils ont le droit de refuser et pourquoi ils auraient le droit de refuser. Donc ça, je peux me renseigner et puis on essaiera de mettre les réponses. Dit à la 4 que les orthos ne sont pas concernés. Ah bah si, normalement, il faudrait que je retrouve le texte de loi alors. On essaiera de vous mettre ça. Peut-être qu'on pourra mettre le texte de loi dans le document qu'on publiera, un peu récapitulatif des questions qui ont été posées. Alors, que risquons-nous, c'est-à-dire si on ne fait pas l'obligation DPC, si on ne se forme pas? Alors, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas trop de contrôle. Donc, pour l'instant, pas grand-chose. Mais en effet, le jour où il y aura des contrôles, je pense que ça peut se retourner contre vous de ne pas avoir fait l'obligation DPC. Donc, vraiment, je vais essayer de rechercher le texte de loi. Il faudra ressortir le texte de loi. Mais en effet, il faut insister près de la cadre. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de formation DPC. C'est une obligation pour les orthophonistes aussi. Donc, mixte et titulaire, oui. Le DPC concerne aussi les salariés. En fait, on a un... Alors, ils appellent ça un temps obligatoire de formation. Et donc, on a normalement, en tant que salarié, une obligation aussi de continuer à se former. Alors, quand c'est en mixte, c'est encore plus compliqué. Parce que moi, je sais qu'il y a des cadres qui demandent qu'on prouve que c'est vraiment pour être utilisé au niveau du salariat et non pas en libéral. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais on va essayer de trouver, je vais essayer de vous retrouver les textes pour essayer de vraiment ne pas vous dire de bêtises. Je vais creuser un peu et essayer de retrouver les textes. Alors, il y avait une question aussi. Sur comment combiner un emploi dans le salariat et mener un projet de recherche. Donc, j'imagine qu'en CHU, ça peut faciliter les choses. Alors, en fait, en salariat, on peut mener un projet de recherche, mais vraiment, ça dépend si on a un temps de recherche qui est compris dans le salariat. C'est-à-dire que si on doit faire et notre travail en salariat et la recherche en plus, c'est compliqué. Donc, il faut réussir à négocier ce temps de recherche dans le salariat, parce que sinon, sinon ça peut être compliqué. Alors, moi, j'ai pas encore... Enfin, je fais un peu de recherche, mais pas non plus... énormément parce que je suis en mix, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je sais que ma collègue qui est à temps plein, quand elle fait un projet de recherche et elle s'est arrangée pour que ça rentre dans son temps de salariat. Donc, je pense qu'au niveau fonction publique hospitalière, c'est plus simple forcément de faire rentrer ce temps de recherche dans le salariat.
ça se négocie, ça peut se négocier dans le contrat aussi? Alors, généralement, c'est plutôt avec le chef de service. Ok. C'est le chef de service parce que généralement, la recherche, ça se fait avec son accord. Voilà, généralement, c'est au sein du service même. Et souvent, c'est quand même le chef de service ou la cadre. Après, il faut voir s'il vous demande d'aller plus haut ou pas. Mais ça peut être simplement un accord. Alors, l'équipe peut nous soutenir dans notre projet. L'équipe peut soutenir dans le projet. Après, au niveau des moyens, c'est souvent répondre à des appels à projets. Ça va dépendre exactement le projet de recherche, le coût. Est-ce qu'il faut faire appel à des statisticiens de l'hôpital, par exemple? Les projets de recherche, ça peut vite monter au niveau financier. Et il faut généralement faire des appels à projets, répondre à des appels à projets. Mais oui, souvent, c'est ça, c'est avec l'équipe, avec les médecins. Sinon, au niveau des conventions, quels sont les avantages et les inconvénients des différentes conventions qui existent? C'est difficile de répondre parce que là, il y a quand même pas mal de changements qui s'annoncent. Donc, il y aura certainement des avantages là dans certaines conventions qui vont émerger. Après, ça dépend en fait dans quoi on a envie de travailler, ce qu'on a envie de faire, avec quelle population, si justement on a envie de faire la recherche ou pas. Donc là, c'est vraiment selon le souhait, selon vraiment vers quoi on veut se diriger au niveau des conventions. Après, dire vraiment s'il y en a une plus intéressante que l'autre, pour l'instant, c'est difficile à dire. On verra dans les mois qui viennent, là, ce qui va se passer. En tout cas, ça risque de bouger. Alors, si on sort de nos études avec un double master, est-il possible de négocier un contrat d'embauche en salariat? Eh ben, ça va dépendre de où vous tombez et sur qui. Il faut essayer. J'ai envie de dire, il faut essayer. Après, c'est pas sûr que ça marche, mais il faut essayer. Et en effet, il y aura un replay. C'est enregistré, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, oui, c'est bien enregistré, donc on mettra le replay sur les pages. Merci. Alors, les congés, en plus, en salariat, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est entre les RTT, les RTP quand on est en temps partiel, c'est un peu compliqué. Vaut mieux tomber sur un cadre ou une cadre compétent parce que sinon, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Peut-être on peut essayer de faire la différence avec l'exercice libéral au niveau peut-être administratif ou La différence au niveau administratif entre le libéral et le salariat, c'est ça? Oui. Alors déjà, il faut savoir que dans certains contrats, il y a aussi des temps de préparation. Par exemple, dans la Convention 66, il y a des temps de préparation ou des temps de synthèse pour rédiger ces comptes rendus, par exemple, ce qui n'existe pas, par exemple, dans la fonction publique hospitalière. C'est vrai qu'en libéral, alors moi, comme je fais les deux, je peux en témoigner. Au niveau libéral, forcément, l'administratif, ça prend du temps. Ça prend du temps.
On s'améliore avec le temps, mais ça prend du temps quand même. Donc, c'est vrai qu'au niveau salariat, c'est quand même plus léger et plus agréable. Après, il y a quand même des comptes rendus à faire, mais du coup, voilà, il y a certains endroits où c'est compté dans le temps de travail. Donc, normalement, on ne ramène pas de travail à la maison quand on est en salariat. Je dis normalement parce que moi, ça m'est quand même déjà arrivé d'être en retard dans mes comptes rendus à l'hôpital et d'en ramener, mais normalement, on n'en ramène pas. Mais voilà, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que c'est quand même plus léger au niveau des contraintes administratives, forcément. Forcément. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire la feuille d'impôt, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on est en salariat que quand on est en libéral. Alors, des conseils pour les débuts de carrière. Alors déjà, juste un conseil, déjà quand vous cherchez un poste en salariat, comme en fait, il y a beaucoup d'endroits où ils ont cherché pendant des années et ils n'ont pas trouvé. Et du coup, si vous cherchez des annonces, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'annonce, on ne va pas trouver. En fait, il faut envoyer en candidature spontanée. Il faut envoyer dans les endroits qui vous intéressent en candidature spontanée parce que les gens ne cherchent plus, en fait. Au bout de plusieurs années, ils ont arrêté. Et donc, ils seront contents de recevoir des CV d'orthophonistes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à envoyer. Après, conseil de début de carrière, en fait, le salariat, c'est vraiment... on peut être soit très épanoui, soit ça peut être compliqué parce que forcément, il y a des équipes, il y a des supérieurs. Donc, je dirais que ça dépend aussi beaucoup sur là où le cadre sur lequel vous tombez et l'équipe sur laquelle vous tombez. Si vous ne le sentez pas, on a la chance quand même d'avoir un métier où on ne manque pas de travail. Donc moi, mon conseil, c'est déjà, si ça se passe mal, il ne faut pas rester dans un endroit où ça se passe mal. Il ne faut pas que le métier, ça devienne pesant. On a vraiment la chance d'avoir du travail, donc il ne faut pas hésiter à changer, même si ça fait mal au cœur. Il y avait une question un tout petit peu plus haut sur comment se passe la transition libérale-salariat. Alors là, j'avoue que je ne saurais pas répondre exactement parce que je suppose que la question, c'est sur la fin des charges, sûrement, les charges qui restent à payer. Ça, j'avoue que je ne m'y connais pas trop. Donc, pareil, il faudrait que je me renseigne exactement pour ne pas dire de bêtises. Je vais essayer de chercher ça exactement, comment ça se passe. Je sais qu'on a 6 mois à la fin, à l'arrêt du libéral, on a 6 mois pour faire sa déclaration. Mais après, je ne sais pas au niveau des charges exactement comment ça se passe. Donc, je préfère pas dire de bêtises, je vais me renseigner et puis on rajoutera ça aussi. Après, je vois que le conseil, c'est 2 mois seulement. D'accord, c'est 2 mois. Donc, vous voyez, je me renseignerai. Et donc, le conseil, c'était ailleurs ou à Paris en mixte ou un conjoint ou héritière. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que pour l'instant, les salaires sont pas mirobolants, surtout dans la fonction publique hospitalière, mais voilà, là, normalement, on nous promet des choses fantastiques, donc on attend de voir et on espère qu'on n'aura plus besoin de devenir héritier ou héritière pour s'en sortir en salariat. On a répondu à toutes les questions. Je pense que oui. Ah ben voilà. Anne-Julien m'aide. Merci. Alors, je ne force personne à divorcer. Hein. Anne, si tu veux parler, Mais Anne, vas-y, tu peux intervenir. Hein. Il faut réactiver ton micro. Vas-y, Tu peux activer ton micro. Ah,
En écrivant, c'est bien, non? Moi, je fais partie aussi de la commission exercice salarié, mais très très peu présente ces derniers temps, donc je me sens pas très légitime là pour prendre la parole. Effectivement, les charges en libéral, elles sont décalées. On ne paye pas l'année que l'on est en train d'exercer. Donc, il faut avoir prévu qu'on continuera de payer des charges même quand on ne travaille plus en libéral, pendant 1 an et quelques, le temps de régulariser. Donc, comme on sait que les salaires en salariat ne représentent pas forcément tout ce qu'il y aura à payer en charge, il faut avoir mis de côté un petit peu. Donc, il faut garder le mari riche au moins 1 an. Il y a une autre question dans le chat, Antoinette? Alors, Je crois. voire 2, oui. Je ne vois pas rester plusieurs années dans la même structure dès la sortie de l'école. Les structures ont-elles intérêt à faire des contrats d'1 année seulement? Je ne pense pas. 1 année, ça me paraît quand même un peu court, je ne pense pas, parce qu'il faut quand même un temps d'adaptation, faut quand même, si c'est assez spécifique sur une pathologie, le temps de vraiment se mettre dedans. 1 année, ça me paraît vraiment très court et pas intéressant pour la structure qui devra de nouveau reformer quelqu'un, entre guillemets. Donc, je ne pense pas qu'1 an, ce soit intéressant. Et peut-être on peut parler aussi de la reconnaissance du métier dans certaines équipes. C'est aussi pour ça qu'on fait ce live, pour un peu sensibiliser les étudiants À la dure réalité du salariat. terrain. Ouais. Je me permets de revenir un tout vas-y, petit Anne. peu en arrière sur la question quel conseil on peut donner aux jeunes diplômés qui cherchent une place en salariat. Effectivement, Antoinette a raison, du travail, il y en a beaucoup, souvent caché, donc il ne faut pas hésiter à chercher, on trouve. Et une des choses dont on discute dans la commission, c'est d'essayer de négocier, effectivement, même au premier contrat, justement pour cette question de reconnaissance du diplôme, en fait, et du niveau d'études. Par exemple, à l'hôpital, parfois, on arrive à négocier de rentrer avec un échelon 7 ou 8. Ils le font souvent pour les kinés. Donc, parce que les kinés, ils réclament peut-être plus facilement que les orthophonistes, mais il faut s'y mettre et il faut élever la voix. On les vaut bien, justement. Ouais, puis c'est vrai que je pense que quand on est jeune diplômé, on se dit que on est jeune diplômé et qu'on n'a pas à négocier. Mais c'est vrai que nos grilles, elles sont quand même tellement pas cool que je pense qu'il faut quand même essayer d'y aller au culot et essayer quand même, quoi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, hein, mais Non. je pense qu'il faut vraiment s'imaginer qu'on les vaut bien, effectivement, et que ça mérite d'être discuté, d'être négocié. C'est valable quand on vient d'avoir son diplôme et c'est valable aussi en cours de carrière si on veut changer de statut et négocier, par exemple, de démarrer un échelon qui représenterait l'ancienneté qu'on a acquise en libéral, par exemple. Oui. Alors, je ne sais plus ce que c'était la question. Du coup. Non, mais on va peut-être prendre la question qu'il y a dans le chat. On reviendra après. C'était Ouais. sur la reconnaissance au sein des équipes. Alors, je ne vois plus le chat. Ah, tu veux qu'on te la lise? Oui. Ok. Alors, en quoi consiste le concours permettant de devenir titulaire dans la fonction publique hospitalière? Alors, il y a normalement, en fait, il y a, si je me souviens bien, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, je pense que je l'avais noté quelque part. Je sais qu'on devient stagiaire avant. Il y a 1 année où on devient stagiaire avant de vraiment devenir titulaire. Et alors, en quoi ça consiste? Je l'avais noté. Parce que moi, je suis contractuelle. Je ne suis pas titulaire. Je ne peux pas, je n'ai pas 50%. Alors, il nous semble avec Alice que c'est un entretien. Il n'y a Normalement, pas oui, c'est un entretien. en tant que tel. Oui, ce n'est pas un concours.
comme on peut avoir à l'entrée des études. Ah oui, non, 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 non. Ils appellent ça concours de titularisation, mais c'est pas un concours. C'est plus un entretien, je pense, avec les motivations, le CV. Ouais, en fait, ça s'appelle ça un concours parce que c'est un concours interne où il faut s'inscrire, quoi. Mais normalement, il faut justifier d'une ancienneté, il faut faire une lettre de demande de titularisation. Et après, je pense que c'est en effet un entretien. Je ne trouve plus l'info, mais je pourrais vous mettre... Il y a des textes qui ont changé en plus là récemment, avec du coup le passage là de 80% à 50%. Ça, je les ai, hein. Donc je pourrais les remettre aussi. Et ça dépend d'un nombre de places de titulaires? Oui. Il y a un nombre de places chaque année. Donc c'est pour ça qu'il faut se rapprocher des cadres pour vérifier un peu le nombre de places disponibles. Et en fait, c'est même la même chose, hein, pour quand on veut passer à une classe supérieure. C'est aussi un nombre de places limité. Et donc, généralement, en fait, une place se libère quand l'orthophoniste de classe supérieure passe à la retraite, par exemple. Là, du coup, il y a une place de libre pour une orthophoniste. Et en effet, c'est un entretien à préparer. Et donc après, on est stagiaire pendant une année. Donc souvent, quand on passe au grade de stagiaire, on descend d'un échelon aussi. On n'est plus tout à fait Avant de au même remonter. échelon. Pardon ? Avant de remonter. Avant de remonter. Et alors, du coup, il faut le savoir parce que des fois, on est un peu surpris de dire, tiens, c'est plus le même échelon, on a une petite descente avant de pouvoir remonter. Peut-être, normalement, quand on est titulaire, on suit la grille des titulaires, donc il s'est fait automatiquement. C'est quand on est contractuel qu'on a un peu plus de difficultés des fois à monter d'échelon, mais normalement, pour les titulaires, ils sont obligés de suivre la grille, donc de passer automatiquement les échelons. Et du coup, on peut peut-être revenir sur la question de la reconnaissance dans les équipes. Alors déjà, souvent dans les équipes, en fait, ils ne savent pas ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a quand même un champ de compétences qui est hyper vaste et qui continue de s'agrandir. Donc souvent, ils ont quand même une image assez erronée de l'orthophonie. Et alors déjà, à l'embauche, vous pouvez demander normalement la fiche de poste, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, elle n'est pas faite. Et moi, je sais que par exemple, quand je suis partie en congé maternité, en fait, ils m'ont demandé de faire ma fiche de poste pour pouvoir recruter quelqu'un. Donc là, ça vous pose un peu les bases de la reconnaissance. En fait, personne ne savait ce que je faisais. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc souvent, c'est vrai qu'ils ont quand même une image assez erronée de l'orthophonie. Donc c'est intéressant justement ce travail en équipe aussi pour leur montrer qui on est, ce qu'on peut faire. Et souvent, en fait, ils sont étonnés de se dire « Ah, mais c'est pas plus simple l'orthophonie ?» Donc voilà, il y a plein de choses, je pense, encore à travailler, à faire évoluer. Et voilà, c'est important justement de travailler en équipe pour leur faire prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on sait faire et de tous nos champs de compétences. Et les équipes sont bien souvent ouvertes et ça se passe très, très bien. Et ça permet vraiment de faire évoluer aussi le regard sur la profession. Donc ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller en salariat. Je peux rajouter 2 anecdotes sur la reconnaissance de l'orthophonie au sein des équipes.
il n'existait pas de poste en unité de neurologie au CHU de Besançon il y a quelques années. Donc, le syndicat avait œuvré pour créer ce poste. Et la DRH de l'hôpital nous a soumis la fiche de poste qu'elle comptait mettre affichée. Et en fait, dans la fiche de poste du service neurovasculaire, il y avait rééducation du langage oral, rééducation du trouble de l'articulation chez l'enfant de temps à temps. Et voilà, donc on a réécrit toute la fiche de poste, c'est pour vous dire. Hein. Et puis, l'autre anecdote, c'est une jeune diplômée qui démarre en CAMS hospitalier, donc pour un bilan d'enfants tout petits. Et donc, c'est l'équipe, hein, ils sont autour de la table et le pédiatre fait passer les dossiers. Et puis, il interroge la psychomote, machin, etc. Tu prendras, tu verras en bilan, le psychologue, tu verras en bilan. L'orthophoniste, ah ben non, toi pas, puisqu'il ne parle pas, donc ce n'est pas la peine. Et il fait le tour de la table comme ça. Donc, heureusement, la jeune diplômée, elle a eu le cran de dire, bah, si, justement, s'il ne parle pas, c'est mon problème. Mais effectivement, c'est une place à défendre. Et il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on sait faire. Du coup, il me revient une troisième anecdote, enfin, ce n'est pas une anecdote, mais un sentiment qui est quand même souvent partagé par les orthophonistes salariés, c'est que, en général, comme disait Antoinette tout à l'heure, les établissements, ils ont beaucoup de mal à recruter, donc ils n'essayent même plus, ils sont persuadés qu'ils ne vont pas trouver. C'était le cas d'ailleurs pour le CHU de Besançon, qui pensait qu'il ne trouverait pas d'orthophoniste pour le service unité neurovasculaire. On a trouvé quelqu'un, et puis au bout d'un an ou deux, elle est partie. On a trouvé quelqu'un d'autre, au bout d'un an ou deux, elle est partie, et on s'est posé la question. Et en fait, c'est la seule orthophoniste dans tout le service. Et c'est compliqué. Quand on est tout seul, on n'a pas d'autres collègues pour défendre son point de vue, sa position, etc. Alors qu'en face, on a plein de kinés, des neuropsychologues, etc. Et donc, quelquefois, voilà, il faut se sentir assez fort pour tenir sa place. Mais en même temps, c'est une source d'enrichissement considérable de travail en équipe. Oui, c'est ça. C'est pas toujours simple. On va pas vous dire que c'est tout beau, tout rose, mais c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Mais et pour nous, et pour le reste de l'équipe. Je pense que c'est comme ça qu'on fera aussi évoluer la profession. C'est important. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a commencé un tout petit peu en retard, donc on peut peut-être déborder un petit peu. Après, on ne va pas trop déborder parce que, voilà, on avait dit qu'on s'arrêterait à 20h30. Mais n'hésitez pas. Bon, en tout cas, petite question. Alors, est-ce que les primes comptent dans le calcul des retraites? Alors, je me souviens qu'on en avait parlé en commission et j'avoue que je ne sais plus. Là, ça va compter parce que ça sera intégré dans la grille. Mais les premiers mois, je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais je ne suis pas sûre. Mais après, là, normalement, ça va faire partie ensuite du salaire. Hein. Ça va être réintégré dans les grilles. Anne, Oui, jusqu'à présent, les primes ne comptaient pas dans le calcul des retraites. Et c'était bien un des points qu'on avait soulevé lors des étapes de négociation. À l'époque, c'était avec Marisol Touraine, qui nous avait promis des primes. Or, on avait dénoncé ce système puisque les primes ne comptent pas pour la retraite, ne comptaient pas jusqu'à présent. Ça va changer effectivement, comme disait Antoinette. Alors, est-ce que les orthophonistes ont la possibilité de devenir cadre de santé? Oui. Il y a très, très peu d'orthophonistes cadres de santé. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour les orthophonistes qui se travaillent en salariat, parce que du coup, on a des cadres qui ne connaissent pas du tout notre travail. Et on a des fois des rapports tendus entre certains orthophonistes et leurs cadres, parce qu'ils gèrent les orthos comme ils gèrent les infirmiers, ce qui n'est pas du tout la même chose.
par exemple les soins d'urgence, tout ça, enfin bref, c'est compliqué. Donc, en effet, un orthophoniste peut devenir cadre de santé et je pense que c'est que c'est hyper intéressant et j'espère qu'il y aura de plus en plus de cadres santé orthophonistes. Je pense que ça aussi, ça nous fait avancer. Il y avait pas une question. Alors, est-ce qu'il est possible de négocier son salaire selon une autre grille que celle des orthos, type celle des psychologues qui ont un master 2? Non. J'aimerais répondre oui. J'aimerais vraiment, mais non. Ce sera forcément une grille. C'est celle qu'on vise, mais ouais, c'est celle tant désirée qu'on espère atteindre, mais pour l'instant, non. Ils ont le droit de nous mettre sur des grilles en dessous, c'est tout. Alors, est-ce possible d'exercer en mixte? Oui. Est-ce rentable? Ça dépend. Donc, moi, je travaille en mixte. Je pense que pour que ce soit possible, j'estime qu'en libéral, il faut avoir un minimum de 35 patients. Je pense qu'en travaillant à 60% à l'hôpital, ça fait des bonnes semaines. Il faut avoir quand même... Ouais, il faut avoir des bonnes semaines. C'est ça dépend des charges, ça dépend du loyer, ça dépend de plein de choses, mais je pense qu'il faut quand même... Ça fait des bonnes semaines, quoi, avec un 60%. Et du salaire, tout à fait. Du salaire à l'hôpital. Fonction publique hospitalière, ça va augmenter, je vous dis, mais ce n'est pas non plus une augmentation énorme. Mais moi, pour faire en mixte, c'est quand même sport. Est-ce que, Antoinette, tu peux nous dire ton pourcentage? Alors, moi, je suis à 35%. Vaut-il mieux que je négocie 50%? Alors, après, c'est ça, il faut faire des calculs. Ça dépend vraiment de la vie qu'on veut à côté, de ce qu'on veut, de ce qu'on vise aussi comme salaire, comme qualité de vie. Donc, il faut faire des calculs. Vraiment par rapport aux charges et au temps du coup de travail que ça donnerait en libéral. C'est vraiment un calcul. Et si on veut faire de l'exercice mixte, on est d'accord qu'on doit prévenir notre employeur en salariat? Oui, et il faut que le libéral soit au-dessus du salariat. Oui, après, il faut prendre en compte les avantages du salariat quand on fait nos calculs. Et puis, j'ai oublié aussi, il faut prendre en compte aussi un autre avantage du salariat, c'est le comité d'entreprise. J'ai oublié d'en parler, qui peut être très intéressant. Et en fait, à l'hôpital, on peut avoir le comité d'entreprise que si on est à 50%. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a dans le comité? Alors, par exemple, c'est des prêts plus intéressants, avec des taux très bas. Ça peut être des vacances aussi, location à prix plus intéressant, des parcs d'attractions, des tickets de cinéma. Il y a pas mal d'avantages et selon les CE, il y en a qui sont vraiment très, très intéressants. Et je sais que, par exemple, il y a des entreprises qui proposent les prêts immobiliers à un taux vraiment micro-taux, quoi. Donc, ça peut être vraiment intéressant et c'est à prendre en compte, quoi. Ça fait partie vraiment des avantages. Et au niveau des mutuelles? Alors, au niveau des mutuelles, c'est pris du coup en charge par l'employeur. Donc, on n'a pas de mutuelle à prendre en plus. C'est comme n'importe quel salarié, ça fait partie du contrat, quoi. C'est pris en charge. Mais ce n'est pas obligatoire. Si on Mais peut c'est pas obligatoire. Prendre une mutuelle en dehors, c'est possible. Bah oui, parce qu'en fait, ils proposent des mutuelles, mais c'est jamais non plus à des taux de remboursement
énorme. Donc après, ça dépend aussi des besoins de chacun, quoi. Alors, est-ce que les enfants sont à la mutuelle de l'hôpital? C'est possible, il me semble, puisqu'ils sont ayant droit, non? Alors ça, en fait, ça dépend, je pense que ça dépend des endroits. Après, je sais que par exemple, si vous avez un conjoint qui est dans une entreprise, il y a certaines entreprises qui obligent en fait à ce que la famille soit par exemple sur le contrat. Les enfants, il faut... il y a vraiment des entreprises où on dit c'est toute la famille sur le même. Donc, il faut... Je sais que par exemple, moi, pour mon conjoint, comme je suis aussi en libéral, je ne voulais pas être sur sa mutuelle. J'ai dû faire un document pour demander à ne pas être mise sur la mutuelle, par exemple. Donc, ça dépend. Je pense qu'en effet, ça dépend des endroits et ça dépend des entreprises. Est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions et puis après, on va s'arrêter là. Il y en a qui sont arrivés un peu plus tard. On redit que ce Zoom est enregistré et du coup, il sera republié sur les pages des différents de la FNEO et de la FNO quelques jours. Comme ça, vous pourrez le revoir. Et puis, on fera une foire aux questions de toutes les questions qu'on a eues ce soir. Voilà. Et puis, Antoinette mettra les documents dont elle vous a parlé. Oui, je fais mes petites recherches et je rajoute ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir participé. Ah, petite question. Non. Du coup, on va peut-être s'arrêter là s'il n'y a plus de questions. Encore merci à toutes et à tous d'avoir participé. On est encore désolé pour les problèmes techniques. Du coup, on refera un Facebook Live pour des questions sur le libéral, qui concernera plutôt le libéral, probablement en juin. Comme ça, c'est au moment où les étudiants commencent peut-être à chercher des contrats, des remplacements, tout ça. Donc voilà, on communiquera dessus et probablement qu'on passera directement sur Zoom pour pas qu'il y ait de difficultés. Ouais, Oui, je voulais ajouter que à la FNEO, on est en train de travailler sur un guide de l'exercice salariat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le retrouver sur notre site très bientôt. On vous tiendra au courant. Voilà. Et ben encore merci à tous. Et oui, nous, on a un livret pro où vous pouvez également trouver beaucoup d'informations qui est sur le site de la FNO. Voilà. Et ben merci à tous. Bonne soirée. Et puis, on espère vous retrouver pour le prochain Zoom live dans un mois à peu près. Bonne soirée. Bonne soirée.